Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 223 de Jujutsu Kaisen, chapitre permettant de débuter le fameux combat tant attendu de Gojo vs Sukuna. Mais avant de commencer, j'aimerais revenir sur un point. Désormais, comme je l'ai dit dans mon post, je préfère attendre les trades officiels des chapitres de JJK qui sont de meilleure qualité et qui permettent d'éviter certaines erreurs sur certains chapitres. Au passage, j'aimerais justement revenir sur l'une de ces erreurs dans le précédent chapitre, au moment concernant le potentiel sort de Yuji. Et dans les trades officiels, on parle bien de Yuji, c'est son sort, et pour être plus précis, il est même dit qu'il a maîtrisé ce sort. Cela veut donc dire que ce moment se passe bien après qu'il ait perdu Sukuna, et donc ce moment se situe bien plus proche du chapitre actuel, donc plus proche du combat de Sukuna vs Gojo. Du coup c'est assez intéressant puisque du coup ça enlève tous les doutes par rapport au fait que ça aurait pu être le sort de l'autre abruti là. Et du coup forcément c'est plus intéressant. Après maintenant la question étant de savoir est-ce que c'est son sort à lui ou est-ce que c'est le sort d'un fœtus maudit. Ça c'est quelque chose qui pour l'instant on sait pas vraiment. Voilà. J'espère que du coup cette information sera utile pour plus tard. Maintenant on passe au chapitre 223. On commence avec Gojo à Shibuya, parlant avec Ijishi, et suite à une question très intéressante de ce dernier, on sait enfin comment Gojo a vécu ce temps passé dans la prison. Et la comparaison est vraiment glauque, ceux qui travaillent dans des bureaux doivent savoir. D'ailleurs, ces comparaisons avec le travail nous fait justement penser à ce que vit Ijishi, qui a l'air d'en baver chaque semaine à cause de Gojo et des dirigeants. C'est assez drôle, j'avoue. Satoru aborde ensuite le sujet des personnes se trouvant dans les sous-sols de Shibuya lorsqu'il s'est battu avec les fléaux, puisqu'évidemment il ne sait pas comment ça s'est fini, il a été scellé entre temps. Mais par chance, ça s'est plutôt bien passé, et surtout justement au niveau où était Gojo, puisque l'énergie que celui-ci a laissée sur place, les impuretés, a permis de créer une sorte de barrière contre les fléaux. C'est donc une bonne nouvelle, et finalement c'est un mal pour un bien, puisque ça a permis de purifier une zone. D'ailleurs, même le territoire de Gojo n'a créé aucun effet secondaire sur ceux ayant été à l'intérieur, heureusement. Enfin, tant celle-ci n'a duré que quelques instants, enfin même moins d'une seconde. Le temps semble se gâter et la pluie pourrait bien tomber alors que l'exorciste le plus fort de cette génération se prépare à combattre. Mauvais présage peut-être. Utaime et le proviseur Gakuganji de l'école de Kyoto, sont présents pour supporter Satoru. En face, Sukuna ayant senti la présence de Gojo semble prêt. Et même si aucun lieu ni aucune heure n'ont été donnés pour cette rencontre, les deux plus forts savent très bien où celle-ci aura lieu. Cela ne peut être qu'à Shibuya, surtout que la ville est déserte dû aux incidents précédents justement de l'arc de Shibuya. Cela permettra donc à l'espoir des exorcistes de se donner à fond comme on ne l'a jamais vu, et même au-delà. Le au-delà, on va très vite comprendre. Mais pour le moment, un flashback nous parvient. Une discussion entre Gojo et Gakuganji très intéressante. Ce dernier avouant qu'il est l'auteur du meurtre de Masamichi, le proviseur de l'école de Tokyo et le sensei de Gojo. Et bien qu'on pourrait penser que suite à cette révélation, Gojo voudrait tuer ce meurtrier, celui-ci réagit calmement et même avec un détachement assez surprenant. Ce qui en premier lieu surprend le proviseur de Kyoto, qui s'attendait à mourir avant même de le savoir. Satoru lui explique donc qu'il le connaît, et malgré son âge, il sait qu'il peut encore lui faire confiance. Surtout que selon Gojo, la faute lui revient à lui-même, étant donné que cet assassinat n'a pu se produire que parce qu'il était scellé à ce moment. Encore une fois, Gojo rejette la faute sur lui-même comme à son habitude. Pourtant, encore une fois, il n'a rien fait de mal. Il veut seulement aider et sauver le plus de gens possible, mais dû à son existence, d'autres doivent malheureusement mourir. Si la cruelle réalité des exorcistes, un monde froid et sans pitié, ou finalement, on pourrait se demander qui sont les fléaux de l'humanité. Je trouve la question assez intéressante. Satoru souhaitera seulement connaître les derniers mots de son sensei, et il apprendra que ceci concernait Panda, révélant donc le secret de la création de celui-ci, qui pourrait clairement ébranler pas mal de choses. Finalement, cela fit rire Gojo, car l'assassin de son sensei avait changé. Celui-ci n'avait rien dit concernant Panda à ses supérieurs, là où il y a peu de temps il aurait tout révélé dans les moindres détails.
D'ailleurs, il est clair que ce vieux est plus du côté de Gojo actuellement, car je rappelle que l'exorciste avait été considéré comme un criminel suite aux incidents de Shibuya, et d'ailleurs qu'il avait été interdit d'essayer de le déceler. Et donc que celui-ci aurait plutôt aurait plutôt dû être traqué s'il avait réussi à sortir, ce qui c'est le cas. Mais pour le coup, le proviseur n'a pas tenté de le traquer, au contraire, il est même à ses côtés là. Et la raison de ce changement est assez simple. La vision de Gakuganji semble finalement assez proche de celle de Gojo. Surtout que les dirigeants ont été complètement anéantis, bien qu'on ne sache pas par qui ici. Est-ce que ça serait Kenjaku, quand il en était à la tête, en gros il a fait sauter la tête quoi. Ou est-ce que c'est Gojo qui passait par là et il a voulu changer la peinture du sol? Les deux sont possibles. En tout cas, je dis chez à ces saloperies moi. Enfin, désormais, plus personne ne dirige officiellement les exorcistes. Gojo pourrait donc en prendre la tête et recréer ce monde comme il le veut, comme le souhaite Gakuganji. Cela pourrait donc être une bonne raison à sa survie dans son combat mortel contre le roi des fléaux. Pour enchaîner, on arrive sur Gojo et Ijishi, ce dernier demandant pourquoi c'est lui qui devrait créer la barrière de protection à Shibuya, étant selon lui bien loin des maîtres des barrières comme un Kenjaku ou d'autres personnes. Cependant, ici Gojo ne cherche pas une personne ayant les meilleures compétences, mais plutôt quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Et Ijishi, c'est le numéro 1 dans ce domaine, et ça c'est beau. Ainsi, nous en revenons au présent, avec Ijishi mettant en place la fameuse barrière, et comme faisant écho aux paroles de Kenjaku dans le précédent chapitre, Ijishi décide cette fois de tenter. Au lieu d'attendre que le temps passe, il va agir et faire tout ce qu'il peut pour que ce combat à mort soit remporté par l'humanité. Et c'est très intéressant je trouve ce parallèle avec le précédent chapitre, ou alors c'est moi qui cherche trop loin, je sais pas. De son côté, Utahime lance son sort, créant une zone dans laquelle tous les exorcistes voient leur puissance augmenter. Cependant, c'est peut-être ici une erreur selon moi, puisqu'il est bien dit que tous les exorcistes sont boostés, et non pas seulement ceux qu'elle choisit. Ainsi, Sukuna étant dans le corps de Megumi pourrait ainsi être aussi boosté, puisque même les barrières, notamment de la traque mortelle, le considèrent un corps comme Megumi et non pas comme Sukuna. C'est d'ailleurs le même problème avec Kenjaku, puisqu'il est considéré un corps comme Suguru Geto. Cela pourrait peut-être avoir une incidence sur la chute du combat, ça reste à voir. Mais bon, puisque Gojo est lui aussi boosté, je pense pas que ça ait une énorme incidence, mais je garde ça dans un coin. Pour en revenir à Utahime, nous avons une explication sur le développement des sorts et comment ceci fonctionne. Alors ça ne la concerne pas elle spécifiquement, mais c'est justement pour tout le monde, mais c'est pareil que ça passe. Et en réalité, plein de facteurs sont importants pour qu'un sort soit utilisé à sa pleine puissance, à la manière des Kido dans Bleach ou de la magie dans pas mal de mangas. Et ça vraiment, je trouve ça ultra intéressant, ça développe la complexité des sorts et le fait que il y a certains sorts, ouais, ça va être compliqué d'utiliser à leur pleine efficacité en combat, au vu des critères nécessaires. Faire une danse, la musique, tout ça, c'est un peu compliqué quoi. Ici, pour la première fois du manga, Gojo lui-même passe par toutes les étapes de création du sort, pouvant booster son sort jusqu'à 200%. Bien qu'une partie de cela soit due au sort de Utahime et de Gakuganji évidemment. C'est pour ça qu'ils sont là justement, ils servent ici de support de boost. Ainsi, après un léger temps de préparation permettant de lancer la première action du combat mortel, décidons de qui sera le challenger. Gojo lance son équation imaginaire, le sort violet. La cible, nul autre que Sukuna, a tendance sur un immeuble plus loin et voyant l'infini arriver face à lui à une vitesse infinie. Et évidemment, ici, il a du mal à réagir puisqu'il ne s'écoule qu'une fraction de seconde avant l'impact. Cela étant notamment dû à la barrière de Ijishi brouillant la sensibilité du fléau. Mais même ainsi, dans tous les cas, le sort de Gojo est tellement rapide que c'est compliqué de l'esquiver quoi. Surtout quand on voit justement aussi la portée de ce sort. Les dégâts matériels sont graves, mais le fléau, lui, s'en sort plutôt bien avec seulement un bras en moins. Le combat des plus forts commence enfin, et Gojo l'affirme, celui étant le challenger n'est autre que Sukuna. D'ailleurs, ouais, il a eu le temps de se ramener de son immeuble jusque là, forcément avec son infini, il se déplace comme il veut le mec.
Et du coup, pour en revenir justement à ces contestations du Sukuna Challenger, bah ce n'est pas contesté par Sukuna. Il semble pour le coup assez d'accord, et même son expression me le fait penser. Le chapitre se termine sur ça, et je trouve ça très intéressant justement d'avoir un Sukuna qui lui-même a l'air de se considérer quand même comme étant un challenger. Et il faut dire que Sukuna, la seule personne qui respecte actuellement, c'est Gojo. Et même avec sa pleine puissance, bah oui, Gojo, ouais, c'est un adversaire, c'est pas n'importe qui. Passons maintenant justement aux fameuses questions et théories. La première que j'ai vue passer parle d'un Gojo pas assez fort. Celui-ci ne parvenant qu'à arracher un bras à Sukuna. Un bras, bon, c'est déjà pas mal, évidemment. Perso, je suis mitigé, car bon, justement, un bras, c'est pas mal. Surtout que, à tout moment, dû à l'énergie inversée de Gojo, cela pourrait bloquer partiellement celle de Sukuna, l'empêchant de se régénérer comme il le souhaite, et donc le privant de son territoire, qui nécessite ses deux bras. Cela expliquerait également le pourquoi du comment Sukuna semble être réellement le challenger, sans que celui-ci ne le conteste. De plus, Gojo a l'air quand même satisfait de son coup, donc je pense pas que ça soit une attaque trop faible ou dont on estimait des dégâts supérieurs, ça a pas l'air ici. Maintenant qu'il y aura davantage dans ce combat, je compte pas forcément y revenir pour l'instant, ça sert à rien, on a trop peu d'informations, et limite je préfère faire une autre vidéo à côté sur mon avis sur le déroulement du combat. Mais encore une fois, on a trop peu d'éléments pour l'instant pour vraiment savoir comment ça va se passer. Après, si ça vous intéresse, dites-le moi et je ferai potentiellement cette vidéo. En ce qui concerne les autres exorcistes, est-ce qu'ils vont faire quelque chose pendant ce temps ou est-ce qu'ils vont juste aller grailler un kebab? Bah oui, je pense que oui. Alors non, ils vont pas aller grailler un kebab, mais oui, ils vont agir. Puisque pour moi, Urome et Kenjaku vont probablement devoir se battre contre eux. Je les vois mal les deux là attendre à rien faire. Hein. Bon, Kenjaku peut-être, mais Urome pas sûr. De plus, si Yuji a obtenu un voire plusieurs sorts, ça serait cool de le voir s'en servir. D'ailleurs, justement, une autre question, ça, Yuji peut-il avoir plusieurs sorts? Après tout, jusqu'à présent, la règle semble imposer un seul sort seulement aux exorcistes. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les fléaux. Et seule exception étant Sukuna, mais pour lui c'est particulier, comme on le sait, et l'autre exception étant Yuta, chez les exorcistes, mais pour le coup, lui, c'est littéralement son sort en fait. En ce qui concerne Yuji, bah, ça pourrait être un peu pareil, ça pourrait être une exception. Parce que s'il peut changer de corps, mais aussi obtenir potentiellement les capacités de ce corps en revenant dans l'ancien, ça peut devenir complètement craqué. Je veux dire, s'il commence à aller dans le corps, je sais pas moi, dans... Bah franchement, il y a énormément de possibilités, mais s'il va dans le corps, imaginons, de Akari, qui récupère son sort, ensuite il revient dans son propre corps, il pourra utiliser potentiellement le sort de Akari. Ça serait peut-être un petit peu broken. Ou pareil pour le sort de Inumaki par exemple. Enfin voilà, il y a tellement de possibilités comme ça. Donc à voir justement les limites de ce sort. Au passage, parlons vite fait de Gojo. Jusqu'à présent, on a vu 3 de ses techniques. Trois utilisations de son sort. Le bleu, le rouge et le violet. Et c'est sans compter évidemment son territoire. Cependant, un homme avec une telle maîtrise justement de l'énergie occulte posséderait aussi peu de techniques, ça me paraît un peu bizarre. Je pense qu'il a encore des sorts cachés qu'il va nous révéler au fur et à mesure du combat. Surtout que si son sort violet qui entre guillemets a fait peu de dégâts, et que le mec a l'air quand même satisfait, c'est probablement qu'il a encore des atouts. Je pense pas que voilà, là il a donné son meilleur coup et en mode bon bah en 3 chapitres c'est terminé. Ça me paraîtrait un peu bizarre quoi. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur autre chose. On m'a dit dans les commentaires que je disais la même chose que les autres youtubeurs. Et en effet mes propos sont souvent similaires. Mais en même temps c'est assez normal puisqu'on parle du même chapitre, du même manga. Cependant mes théories, elles, que je donne en fin de chapitre, sont assez différentes. Genre quand j'ai parlé de Nobara dans les derniers chapitres, bah j'ai vu personne d'autre en parler personnellement. J'ai aussi donné mon avis sur le final de ce combat mortel et pour le coup je suis quand même à contre-courant en pensant que Gojo va survivre. Je sais pas s'il va gagner mais pour moi il va survivre, là où tout le monde pense qu'il va mourir des mains de Sukuna. Et pour finir, faut aussi dire que c'est seulement mes dernières vidéos que je sors après les autres youtubeurs. Les précédentes sortaient justement de Taïwan avant tout le monde, ce que j'ai changé pour avoir plus de temps pour analyser. Mais du coup, bah forcément, c'était un petit peu compliqué de savoir ce que vont dire les autres, sachant que je sortais mes vidéos avant les leurs.
Après évidemment rien de méchant, hein. Je comprends la question, y a pas de souci, je voulais juste préciser ma pensée sur le sujet. Euh, Sachant que évidemment les vidéos JJK c'est une partie de ma chaîne, mais il y a d'autres mangas, notamment il y a Hippo, il y a d'autres mangas que je compte reprendre prochainement, d'autres mangas que je compte ajouter aussi, d'autres concepts. C'est long mais ça arrive petit à petit, hein, parce qu'il faut que je jongle entre plusieurs choses, mais ça arrive petit à petit. Et pour le coup, pour Hippo, c'est un peu compliqué étant donné qu'il n'y a pas de youtubeur français qui parle de Hippo actuellement. D'ailleurs, je comprends pas ça. En tout cas, voilà, je pense avoir assez parlé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et puis moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, bye tout le monde.